Connor? Oui. Regarde cette vidéo si tu veux vivre. Oui bon, je sais, j'ai un petit peu détourné cette phrase cultissime, mais bon, que voulez-vous? Aujourd'hui, je suis hyper heureux parce qu'on va parler d'une grande saga. Un projet qui naît de l'imagination d'un jeune réalisateur qui va par la suite casser tous les codes du cinéma. Faisant de son film une œuvre culte avec sa suite directe encore plus culte. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette franchise? Alors que son film Titanic nous a prouvé que Cameron aimait les naufrages, impossible d'imaginer qu'il en serait de même pour cette saga. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler de Terminator parce que j'ai des choses sur le cœur. Dans cette vidéo, nous reviendrons bien sûr sur la naissance du projet, du premier film jusqu'au naufrage de la licence, avec des choix artistiques et scénaristiques plus que discutables. Mais pour commencer, je vous propose d'aller explorer la vie de celui qui va faire trembler énormément de Sarah Connor, je parle évidemment de James Cameron. James Francis Cameron voit le jour le 7 juin 1954. Fils d'un ingénieur électricien et d'une artiste, il passe sa jeunesse au Canada, à 1000 km au nord des chutes du Niagara. C'est à l'âge de 17 ans qu'il déménage en Californie et va décrocher son diplôme de physique. James vit de petits boulots comme chauffeur de camion ou mécanicien et rêve de financer son premier court-métrage, Xenogenesis. James Cameron va trouver des investisseurs dans un consortium de dentistes et fait ses premiers pas dans l'audiovisuel. Et Cameron va mettre en avant plusieurs de ses casquettes, monteur, co-réalisateur, directeur de la photographie, directeur des effets spéciaux, A few moments later. co-scénariste, monteur et maquettiste. Roger Corman aime la polyvalence du jeune James qui décide de lui donner sa chance et de l'intégrer dans sa compagnie New World Pictures. Il supervise les effets spéciaux et va être nommé directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photographie et réalisateur de deuxième équipe sur La Galaxie de la Terreur. Il va également travailler sur les effets spéciaux de New York 1997, réalisés par John Carpenter. Puis on donne sa chance à Cameron en lui confiant sa toute première réalisation sur le film Piranha 2, Les Tueurs Volants, une coproduction italo-américaine faisant suite à Piranha de Joe Dante. Mais Cameron va commencer à voir sa relation avec la firme se dégrader, particulièrement avec le producteur Ovidio Giosonitis. Car quand Cameron impose ses idées sur le montage, celui-ci va tout de suite écarter toutes ses idées. Il décide alors de supprimer le film comme son premier en tant que réalisateur, ne voulant pas le considérer comme son premier opus, même si une version remontée par le réalisateur existe bien. C'est alors que Cameron va se pencher sur le scénario de son premier long métrage, Terminator. Cameron trouve l'inspiration dans ses songes alors qu'il est à Rome pour la promo de Piranha 2. Il tombe malade et commence à faire des rêves sur un torse métallique se traînant hors d'une explosion tenant des couteaux de cuisine. James Cameron part alors séjourner chez le co-scénariste de son court-métrage Xenogenesis, Reinhold Frakes, et se penchent ensemble sur une ébauche de script créant une histoire autour de son rêve. Et Cameron va poser sur papier une idée qui lui traîne dans la tête depuis 1978. Ayant déjà mis en scène l'idée d'un être avec des parties de corps métalliques dans son court-métrage, s'inspirant librement d'œuvres comme des épisodes de la série Au-delà du réel, ainsi que des films contemporains tels que Driver, Assaut ou Mad Max 2. Et Cameron a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, cependant, il pêche un peu sur certaines parties de l'histoire. Il appelle à la rescousse son ami Bill Wisher, lui confiant ainsi les différentes écritures autour des premières scènes qui impliquent Sarah Connor. Ou encore également la séquence culte du commissariat. Il lui envoie alors des cassettes audio de ses idées, les deux étant trop distants pour pouvoir avoir de vraies sessions de travail. Ça y est, Cameron tient enfin son scénario dans les mains et décide de l'envoyer à son agent qui va lui dire très spontanément « Tu devrais bosser sur autre chose ». Ce sera alors la dernière fois que Cameron adresse la parole à son agent qu'il va virer tout de suite après. Dans son premier scénario, Cameron inclut deux robots, le cyborg que vous connaissez tous et un autre composé de métal liquide presque invincible. Mais étant limité par les technologies de l'époque et n'arrivant pas à retranscrire ce qu'il avait en tête, Cameron décide tout simplement de mettre l'idée du cyborg en métal liquide de côté pour centrer son histoire autour d'un seul et unique robot. Commencez pas, je sais très bien que cette histoire vous dit quelque chose. Laissez-moi continuer. Mais malgré tout, Cameron se bat pour que le milieu reconnaisse un intérêt pour son scénario. Après plusieurs présentations, c'est l'assistante de Roger Corman, Gail Ann Hurd, qui deviendra plus tard sa femme, puis son ex-femme, qui commence à avoir un véritable intérêt pour l'histoire. Ou
plutôt un intérêt pour Cameron, mais qu'importe. Celui-ci est prêt à tout et décide de vendre les droits d'exploitation pour $1 symbolique, à condition que la production lui fasse confiance pour la réalisation du film. La jeune femme va alors proposer quelques modifications autour du script, ce qui va lui valoir le crédit de co-scénariste, chose que Cameron va rapidement démentir, indiquant qu'elle n'avait pas vraiment ajouté grand-chose à l'histoire. Le studio Orion est intéressé pour distribuer le film, mais ne veut pas le financer. Cameron se tourne vers le producteur John Daly de Hemdale Pictures et propose alors une mise en scène du scénario pour vendre le film. Il appelle à la rescousse son ami acteur Lance Henriksen, qu'il maquille et habille comme le Terminator. Celui-ci déboule en plein milieu de la réunion dans le bureau en enfonçant la porte avant de s'asseoir. Daly est alors conquis par l'idée. Que ce soit la mise en scène, le script ou les dessins de Cameron, il accepte de financer le projet et débloque $4 millions avec l'aide d'HBO. Et maintenant que Cameron a enfin trouvé distributeur et financeur, il faut bien évidemment passer au casting du film. Les recherches commencent pour trouver l'interprète de Kyle Reese. Mike Medavoy, le cofondateur d'Orion, veut pour le film une star montante, et il pense à un acteur en particulier qui serait parfait pour le rôle de Kyle Reese. Il envoie le scénario à l'agent de celui qui n'est autre que Arnold Schwarzenegger, qui était effectivement pressenti à la base pour jouer le rôle de Kyle Reese. Mais James Cameron va quand même émettre des doutes quant au choix de cet acteur. Estimant que si Reese doit avoir la carrure de Schwarzenegger, le Terminator devait être plus important et plus menaçant. Le studio pense alors à O.J. Simpson pour jouer le T-800, mais Cameron n'est pas convaincu par l'image du sportif comme associée à celle d'un tueur. C'est quand même drôle quand tu penses que O.J. Simpson va plus tard être impliqué dans un double homicide. Mel Gibson et Sylvester Stallone vont être approchés, mais les deux acteurs vont également refuser. C'est alors que Cameron commence à penser à l'acteur qui pourrait être le Terminator, celui qui finalement est à l'initiative de tout le projet, l'ayant aidé à cette réunion, je parle évidemment de Lance Henriksen. Et pour le rôle de Kyle Reese, Cameron accepte tout de même de rencontrer Schwarzenegger pour l'auditionner. Mais alors que Cameron n'avait pas encore auditionné l'acteur, il avait déjà préparé son plaidoyer pour pouvoir lui expliquer pourquoi ce ne serait pas son choix. Mais leur rencontre va prendre une tournure assez inattendue pour le réalisateur. Cameron va être impressionné par le jeune homme, et la discussion commence à s'orienter non pas vers le rôle de Reese, mais celui du Terminator. Cameron prend un bloc-notes et dessine un croquis du visage de Schwarzenegger en version T800. Il passe la porte et annonce à John Daly qu'il est d'accord pour embaucher l'acteur, mais pour être le rôle titre du Terminator. Arnold Schwarzenegger avait d'ailleurs écrit dans son autobiographie Total Recall « J'ai hésité à incarner le Terminator, mais je pensais que jouer un robot dans un film contemporain serait un changement de style après Conan le Barbare, et que le film avait un statut suffisamment faible pour ne pas occasionner de risque pour ma carrière, si celui-ci était infructueux. J'admets aussi qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre que Jim était une vraie affaire, aussi talentueux que Spielberg, Hitchcock ou Coppola. Schwarzenegger va alors préparer son rôle et s'entraîner pendant 3 mois avec des armes à feu, afin de les manier correctement et se sentir à l'aise avec elles. Au début du projet, l'acteur n'est pas très enthousiaste pour le film. Lors d'une interview sur le tournage de Conan le Barbare, et alors qu'on l'interroge sur ses chaussures, qui étaient pour Terminator, Schwarzenegger répond « Juste un film de merde que je fais, ça prendra quelques semaines ». Du coup, le cast pour Kyle Reese reprend et on envisage pendant un temps le chanteur Sting de The Police, mais finalement, ce sera l'acteur Michael Biehn qui sera embauché. Celui-ci, peu convaincu par le scénario, va finalement accepter, donnant une totale confiance après sa rencontre avec James Cameron. Et il faut bien évidemment pouvoir caster l'héroïne du film, Sarah Connor. Beaucoup de jeunes femmes sont rencontrées mais jugées trop dures pour rendre crédible la relation d'amour avec Kyle Reese. C'est alors qu'une jeune actrice toute pimpante pointe le bout de son nez pour auditionner le rôle. Et il s'agit de la jeune actrice Linda Hamilton qui va être engagée. De son côté, Lance Henriksen n'est pas mis à l'écart par son ami réalisateur qui lui donne le rôle de l'inspecteur Al Vukovich. Pour les effets spéciaux et le maquillage, on confie le bébé à un jeune talent, je vous le donne en mille, Stan Winston. Recommandé directement par Dick Smith qui avait refusé de participer au projet. Mais maintenant que le casting est au complet, on va enfin pouvoir commencer le tournage. Enfin, le tournage est prêt à commencer, mais Schwarzenegger n'est pas encore disponible, pris par le tournage de Conan le Destructeur. Cameron en profite pour travailler sur d'autres projets, tels que le scénario de Rambo 2, et profite également de ce temps pour retravailler sur certaines scènes du Terminator et renforcer l'histoire d'amour entre Kyle Reese et Sarah Connor. Un élément demandé par Orion. Il en profite également pour se pencher sur le scénario d'un projet qui lui tient à cœur, la suite du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott.
Il profite également de ce temps pour travailler avec Stan Winston sur le design du Terminator, se basant sur ses croquis. Le studio Fantasy 2 est embauché pour les effets spéciaux des scènes se déroulant en 2029. Et enfin, le squelette du Terminator est construit pour l'animation en stop motion. Cameron étant précis sur le fait que celui-ci doit faire exactement ce que l'acteur a proposé à l'écran, notamment reproduire le fait que le robot devait boiter sur le plan final. Le tournage initialement prévu à Toronto va finalement commencer en 1984 à Los Angeles. Les scènes d'action sont tournées de nuit, ce qui donne un timing assez serré pour le tournage. De son côté, Linda Hamilton se foule la cheville, obligée de modifier le planning de tournage. Mais faute de temps, elle tourne quand même ses scènes le pied bandé avec de grosses douleurs. Tournage terminé, la question que vous vous posez, j'en suis certain, Terminator, de quoi ça parle? Nous sommes en 1984 lorsqu'une nuit, un homme apparaît totalement nu et s'attaque à des jeunes dans le coin pour leur prendre leurs vêtements. À côté, un autre homme apparaît dans les mêmes conditions, sans vraiment d'explication. La jeune Sarah Connor fait du mieux qu'elle peut pour gagner sa vie lorsqu'elle découvre avec effroi qu'un homme s'en prend à des femmes ayant le même nom qu'elle. Alors qu'elle se sent menacée, le deuxième homme apparu lui vient en aide et lui explique que des machines du futur ont envoyé un Terminator pour la tuer avant qu'elle ne mette au monde celui qui sera le leader de la résistance humaine dans cette guerre contre les machines. De cette mission de secours va naître une histoire d'amour entre Sarah et Kyle. Celle-ci arrivant à survivre à l'attaque du Terminator, roulant alors vers un avenir incertain, enceinte de son premier enfant, qui suggère alors que Kyle est en réalité le père du chef de la résistance John Connor. Ouais, je sais, c'est un peu fouillis. Pour son premier véritable film, James Cameron annonce la couleur dès le début en proposant une œuvre bien écrite, bien réalisée et surtout qui va devenir une des plus cultes du XXe siècle. Là où personne n'attendait le réalisateur. Et puis il faut avouer qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait en ce projet. Celui-ci gagne en assurance et se prouve qu'il a eu raison d'écouter ses intuitions. Et le film est extrêmement bien accueilli, que ce soit pour les critiques et pour le public, même si bien sûr certains restent sceptiques quant à cette histoire futuriste rocambolesque. Et côté box-office, le film va rapporter près de 78 millions de dollars. Cependant, comme tout succès qui se respecte, celui-ci va forcément avoir droit à sa crotte de nez, car le réalisateur va être accusé de plagiat. À la sortie du film, l'écrivain et scénariste Alan Ellinson encensa le film, même s'il estima que le scénario plagiait certains de ses épisodes de la série TV Au-delà du réel, notamment Le Soldat ou La Main de Verre. Finalement, Orion Pictures le dédommagera financièrement et son nom fut ajouté dans les crédits du film. Sachant que Cameron ne s'est jamais vraiment caché quant à l'idée de s'être inspiré de ces histoires. Mais le réalisateur était tout de même contre cette décision. Le studio lui répondait que s'il n'acceptait pas cet accord, il devrait payer de sa poche tous les dommages et intérêts en cas de procès perdu contre Ellison. James Cameron dira plus tard qu'il n'avait pas d'autre choix que de consentir à l'accord. Bien sûr, on m'a aussi dit de la fermer, alors je ne pouvais pas raconter l'histoire. Mais maintenant je m'en fiche, c'est la vérité. Harlan Ellison est un parasite qui peut me lécher le cul. Voilà. Et bien évidemment, comme tout bon film à succès qui se respecte, on va envisager une suite, qui va avoir une construction assez compliquée. Arnold Schwarzenegger est le premier à suggérer l'idée d'un deuxième opus. Il avait déclaré « J'ai toujours pensé que nous devions continuer l'histoire. J'ai dit ça à James juste après avoir terminé le premier film. » De son côté, James Cameron n'est pas forcément emballé par une suite, estimant qu'il avait déjà tout exploré dans le premier opus. Retenez bien ça va être important pour plus tard. Cameron continue alors son parcours, proposant au passage sa suite pour Alien et son film Abyss, hommage à sa deuxième grande passion, les fonds marins. Et c'est au début des années 90 qu'une suite à Terminator commence sérieusement à être envisagée. Mais le projet est en stand-by, car de son côté, Schwarzenegger ne veut plus travailler avec les producteurs qui détiennent les droits d'exploitation, particulièrement en froid avec John Daly, pour avoir voulu modifier la fin du premier opus. Les équipes vont donc lancer un petit stratagème pour pouvoir récupérer les droits. Pour pousser le producteur à vendre les 50% de droits dont il est en possession, James Cameron, Stan Winston et Gale Anne Hurd poursuivent en justice la maison de production pour des impayés sur le premier film. Le producteur finit par céder les droits, offrant alors la possibilité de travailler sur une suite. C'est alors que Schwarzenegger va penser à Mario Kassar, producteur avec lequel il a travaillé sur le film Total Recall, pour racheter les droits de diffusion et de distribution. Cependant, Cameron reste encore hésitant, mais le producteur n'a pas investi pour ne pas voir se faire le film, et promet à Cameron qu'il va tout de même faire le film sans lui, voulant rentabiliser son investissement.
Cependant, il offre tout de même un cachet de 6 millions de dollars au réalisateur, lui donnant carte blanche pour le scénario. Carolsco va alors s'associer à d'autres productions, celles de James Cameron ou encore Canal+, pour pouvoir produire le film. Et au vu du succès du premier film, les studios voient grand et débloquent un budget de près de 60 millions de dollars. Et autant vous dire qu'à l'époque, c'était du jamais vu, car la plupart du temps, on allouait au moins un tiers de budget pour ce genre de film blockbuster. Sachant qu'en plus, ils vont quand même réussir à dépasser le budget et atteindre les 102 milliards de dollars. À défaut de gros budget, Cameron n'a cependant que 7 semaines pour livrer un scénario. Il appelle de nouveau William Wisher pour l'aider dans l'écriture. Et les deux hommes ont très envie cette fois-ci de centrer leur histoire sur le lien familial. Imaginons alors que cette fois-ci, le robot pourrait donner une figure paternelle pour le jeune John Connor, le préparant alors au pire. Bon, il faut dire ce qui est, par la suite, le lien familial va très vite déborder dans la saga Terminator. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Wisher a du mal à prendre Cameron au sérieux, mais celui-ci est convaincu de sa direction. Il illustre alors son histoire à Wisher en lui faisant allusion au bonhomme de fer du magicien d'Oz. Mais la réflexion la plus importante autour du scénario est évidemment comment va évoluer la guerre dans le futur et quelle arme pourrait envoyer Skynet cette fois-ci pour tuer John Connor, alors encore adolescent. Cameron imagine alors que 2 T-800 sous les traits de Schwarzenegger pourraient être envoyés, un pour protéger John Connor et l'autre pour le tuer. Mais si l'idée semble intéressante, le développement autour de cette histoire semble s'essouffler assez rapidement, proposant beaucoup trop de redondance par rapport au premier opus. Mais souvenez-vous, Cameron avait déjà fait une ébauche pour le premier film sur une histoire autour de 2 robots, dont un en métal liquide. C'est alors que Cameron va ressortir du tiroir cette première esquisse de scénario. Il décide alors cette fois-ci d'inclure son fameux cyborg en métal liquide. Obligé de l'écarter par rapport aux moyens techniques de l'époque, aujourd'hui, cette idée pourrait se voir crédible à l'écran au vu des avancées technologiques des ordinateurs. Cameron se met en contact avec ILM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, pour leur sonner ses idées et s'assurer de la faisabilité des effets visuels. Et il décide alors de proposer un robot qui contraste avec la carrure de Schwarzenegger et veut un acteur avec une silhouette plus simple. C'est alors qu'il décide de caster l'acteur Robert Patrick. Concernant l'évolution de Sarah Connor, Cameron se replonge dans le premier film et imagine que le personnage a bien évolué. Devenue une femme froide, presque autant qu'un Terminator, obsédée par l'avenir qui l'attend, cherchant à tout prix à préparer John de ce qui l'attend, traumatisé par ce qui lui est arrivé. Et de son côté, John doit être un jeune garçon rebelle, qui démarque un comportement spécifique quant au fait d'avoir obtenu un jour le lead pour lutter contre les machines, et va être casté pour le rôle Edward Furlong. Casting bouclé, le film part enfin au tournage où de gros moyens vont être mis en place. Pour les effets spéciaux, allouant un budget de 6 millions de dollars et force est de constater que le résultat est une franche réussite. Si le tournage se passe bien, Linda Hamilton faisant d'ailleurs venir sa sœur jumelle pour certains plans, la post-production va être beaucoup plus compliquée, devant respecter un timing plus que serré. 3 monteurs sont embauchés pour travailler sur le film et une première version de 152 minutes va être présentée. Cameron, lessivé par le tournage, décide alors de réduire de 13 minutes le film. Mais Schwarzenegger trouvant encore le film trop long, il cut encore quelques plans, réduisant alors le rendu final à 136 minutes. Mais malheureusement, dans la précipitation du montage, plusieurs faux raccords sont laissés dans le film. Le film sort, et je vous le donne en mille, il va être un véritable succès. L'engouement se faisant déjà dès le début de la promotion, le film ayant pratiquement été remboursé dès la prévente des billets et celle des droits de distribution dans le monde. Et le film sonne comme le glas de la suite parfaite, surpassant même le premier opus. L'aspect torturé psychologique est maîtrisé entre une Sarah devenue une vraie mercenaire, prête à remettre en question ses acquis quant à la confiance qu'elle doit porter à une machine, elle qui a passé tant d'années à les haïr et les redouter. Enfin, le film propose une conclusion parfaite pour la saga, qui arrive à se sortir de sa boucle temporelle, appuyant cette fois-ci le fait que le monde a une chance de survivre, offrant alors un message d'espoir bien plus optimiste. Et alors que ce deuxième opus semble donner la conclusion parfaite pour la franchise, est tout de même mis en chantier un troisième volet qui va sortir en 2003. James Cameron est d'abord emballé à l'idée de revenir pour un troisième volet, mais la société de production qui détient les droits fait faillite et Cameron s'oriente alors vers la Fox pour travailler sur le projet. Entre-temps, les liens avec la Fox s'abîment suite à des conflits autour de la production de Titanic, et les négociations pour un troisième Terminator sont définitivement terminées.
Et Cameron va décider finalement de céder ses droits pour 7 millions de dollars. Mario Kassar se propose de racheter les droits détenant déjà 50%. Il récupère également ceux de l'ex-femme de Cameron et fonde alors une nouvelle boîte de production, la société C2 Pictures. Il engage alors Teddy Safyan pour écrire le scénario du 3e volet. Il lui demande même de se pencher déjà sur un 4e opus. Un premier script est proposé, racontant alors la même intrigue que le premier opus, à la nuance que le Terminator envoyé pour tuer John Connor propose des optimisations comme celui de devenir invisible. Mais Jonathan Mostow, le réalisateur embauché pour réaliser ce 3e opus, n'est pas particulièrement convaincu par ce scénario. Il décide de faire appel à quelques amis pour réécrire l'histoire. Schwarzy va accepter de participer au projet, encouragé par Cameron qui lui conseille de demander un gros cachet. Arnold Schwarzenegger étant à la base gêné de revenir sur ce 3e opus sans James Cameron. Ce 3e film voit finalement le jour et finalement aucune vraie plus-value n'est proposée sur l'histoire. Retraçant le même schéma répétitif du slasher, où John et sa future femme sont secourus par un T-850 qui doit faire face au TX, machine aux capacités semblant illimitées, qui pourtant peine à combattre un simple Terminator. Le film se perd en fait sur le fait que Terminator 2 avait extrêmement bien fermé la boucle. Et le film essaye finalement de nous orienter vers la véritable naissance de Skynet, et le début de la guerre avec les machines. Ce 3e opus s'essouffle forcément à ne faire que respecter le même schéma et finalement ne pas proposer de grosses innovations. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le 4e opus Terminator Renaissance va plutôt centrer son histoire cette fois-ci sur la guerre entre les machines, quelque chose d'inédit et qui, à mon sens, était la meilleure direction à prendre pour une suite de Terminator. Le film pouvait enfin nous amener à ce que nous n'avions pas encore exploré, le passé de Kyle Reese et de John Connor. Enfin son passé par rapport à Kyle Reese, mais son avenir par rapport... Vous m'avez compris. Oui, parce que Terminator Renaissance peut être perçu à la fois comme un sequel ou un prequel à la saga. Le film s'offre alors un casting XXL avec Christian Bale en meneur de la résistance. Mais la construction du film va connaître de grosses complications et encore une fois à cause d'une question de droit. Mais pour cette fois-ci, je vais faire la passe des différents procès. Retenez juste que finalement, c'est Sony qui aura les droits de distribution à l'international. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la direction prise est, comme je vous le disais, la bonne. C'est McG qui s'attaque à la réalisation. Il demande conseil à James Cameron pour s'assurer de respecter au mieux le lore de la franchise. Celui-ci lui indique qu'il va sûrement rencontrer les mêmes difficultés qu'il a pu avoir lorsqu'il a écrit et réalisé le 2e volet de la saga Alien. Succédant alors à Ridley Scott, mais ne respectant pas forcément le lore que Scott aurait voulu introduire dans sa franchise. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Cameron va tout de même suggérer à McG de travailler avec Sam Worthington, acteur avec lequel Cameron va travailler sur son prochain projet ambitieux, Avatar. Et concernant Arnold Schwarzenegger, c'est la toute première fois, et d'ailleurs la dernière fois, qu'il n'apparaîtra pas dans un film Terminator, étant à ce moment-là gouverneur de Californie et ne pouvant donc pas tourner dans un film. Il apparaîtra cependant en CGI lorsque Skynet développe ses nouveaux Terminators. L'ambiance du film est bien différente de ce que la franchise nous a habitués, plaçant son action dans cette dystopie où les machines dominent, s'éloignant alors du format slasher que la franchise nous avait proposé. Le film est cohérent, ambitieux, même si on peut lui reprocher un rythme des fois trop lent. Mais il avait au moins le mérite de prendre des risques. Ce volet aurait d'ailleurs dû lancer une nouvelle trilogie qui sera malheureusement morte dans l'œuf, le film n'ayant pas suffisamment convaincu le public. Et pendant la production, on va apprendre le décès de Stan Winston, c'est pourquoi le film va lui être dédié. Et nous sommes alors à l'aube d'un nouveau tournant pour la franchise Terminator, qui va d'ailleurs profiter de la fin du mandat de Schwarzenegger pour le voir revenir dans la franchise. Et je m'excuse d'avance, mais là on va rentrer dans l'unpopular opinion parce que je trouve que ce 5e volet est très largement sous-coté, alors qu'en réalité, la perspective de son histoire était hyper intéressante. Ouais, on peut dire ce qu'on veut sur Terminator Genesis, mais le film a eu des couilles. Quand je regardais Terminator 2, je me suis toujours posé la question de pourquoi il n'avait pas envoyé le T-1000 en 1984 pour tuer Sarah, plutôt que de l'envoyer dans un passé où John est ado. C'est là que j'ai compris que Skynet envoie le Terminator en 1984, non pas seulement pour tuer Sarah, mais surtout pour pouvoir exister, étant donné que c'est la structure du T-800 qui permet les différentes recherches et le développement de Skynet. Et c'est en gros le grand paradoxe de Skynet, c'est-à-dire qu'elle doit perdre son combat contre Sarah Connor pour pouvoir exister. Donc finalement, aucun intérêt d'essayer de supprimer Sarah en remodelant son avenir dès 1984. Mais à l'époque, on se posait pas tellement les questions car on pouvait tout simplement imaginer que Skynet n'était pas forcément au courant de sa propre genèse.
Et alors la question qu'on peut se poser, est-ce que Terminator pourrait être capable de toucher sa propre chronologie? Eh ben, Terminator Genesis l'a fait. Le film gomme alors toutes les règles établies et transforme intégralement le déploiement et l'évolution de Skynet. Genesis réécrit le schéma de la mythologie de Terminator pour préparer une nouvelle trilogie. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ils sont chiants à toujours visualiser des trilogies. Concentrez-vous sur un film, bordel! Et malgré toutes les incohérences que l'on peut relever, si vous prenez un peu de recul, vous comprenez que le projet était terriblement audacieux, essayant enfin de répondre à la question toujours restée sans réponse. Qu'est-il arrivé à John après avoir envoyé Kyle Reese dans le passé? Et là encore une fois, c'était hyper couillu. Car en réalité, John se fait tuer juste après avoir envoyé Kyle Reese. Et Skynet fait de lui l'ultime Terminator de la franchise. Et en vrai, cette idée, elle est folle. Et ça aurait été un superbe twist pendant le visionnage du film. Sauf que ces imbéciles, ils ont tout révélé dans la bande-annonce. Et je pense que si le public avait pu découvrir ce retournement en salle, peut-être que la réception aurait pu être meilleure. Et ça, pour moi, c'est déjà un aveu du fait que personne ne croyait en ce projet. Parce que quand vous faites une grosse révélation dans la bande-annonce, ça veut dire que vous comptez dessus pour que les gens aillent voir le film. Et donc, c'est un aveu de faiblesse. Mais ça ne m'empêche pas de défendre ce projet. Et je me sens terriblement seul à défendre cette suite audacieuse, transformant même Schwarzy en T-1000. Car de vous à moi, je n'ai jamais réussi à rencontrer quelqu'un qui a aimé ce film comme moi. Heureusement, vous avez l'espace commentaire à disposition, soit pour me lyncher ou soit pour me rejoindre. Le film a bien sûr été un échec, et de nouveau, la trilogie prévue a été annulée. Mais ça n'a pas empêché la franchise de proposer un 6e opus, décidant de faire table rase du passé pour proposer une suite alternative au 2e volet, et marquant le retour de James Cameron dans la boucle, lui qui a pu récupérer les droits en 2019. Et alors que le retour de James Cameron annonçant une suite directe au 2e opus semble lever une sorte de rayon de soleil autour de la franchise, et ben ce 6e volet va faire encore pire que les précédents. Malgré le retour de l'iconique Linda Hamilton, le film se présente comme un simple remake du premier opus. Et le volet fait ce qu'aucun autre film Terminator a osé faire, désacraliser totalement le message d'espoir que nous avait livré la fin du 2e opus. Et souvenez-vous, on avait dit que c'était la fin parfaite pour la franchise à la base. Mais à moins de 10 minutes du film, les scénaristes décident de tuer John Connor quelques jours après les événements de Terminator 2. Me regardez pas comme ça. Moi non plus, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Mais ils ont fait encore mieux. Ils ont poussé à son paroxysme l'idée du lien familial que Cameron avait déjà présenté dans Terminator 2. Car pour couronner le tout, le T-800 est devenu artisan, ayant fondé une famille avec une jeune femme et ses enfants. Je sais pas quoi vous dire. Terminator Dark Fate aurait dû être le vrai renouveau de la franchise. Non, cette fois-ci, ils n'avaient pas prévu de trilogie, je vous rassure. Il aurait dû être la nouvelle chance de repartir sur bonne base, mais le film a fait tout l'inverse, nous pensant même à nous interroger sur les véritables intentions de James Cameron, qui aurait pu troller le public et fait ce film pour prouver que quand on a déjà proposé la fin que la franchise méritait, il faut s'y tenir. Mais d'un autre côté, c'était pas la première fois que la franchise Terminator essayait de revenir sur la fin du 2e opus et proposer un avenir alternatif par rapport au 3e volet. Car la saga Terminator va se décliner en série télé sortie en 2007, Terminator, les chroniques de Sarah Connor. La série va s'étaler sur 2 saisons où l'actrice Lena Headey prêtait ses traits à la femme la plus badass de la pop culture avant d'interpréter son rôle iconique de Cersei Lannister dans Game of Thrones. La série a su proposer des choses intéressantes mais tournait beaucoup trop en rond. Voyant ses audiences chuter à vue d'œil, le show est finalement annulé en plein cliffhanger, ne proposant alors aucune conclusion. C'est donc après 6 films et une série télé qu'on peut conclure que la popularité de la franchise repose vraisemblablement sur ces 2 premiers films. Le réalisateur iconique James Cameron ayant déjà raconté tout ce que la franchise pouvait raconter de mieux. Certains films ont tenté de sortir leur épingle du jeu, quand d'autres ont voulu tout bouleverser en revenant aux origines de la franchise. Mais il est vrai que malgré la majorité d'échecs critiques et commerciaux, Terminator reste une des plus grandes licences de la pop culture. Au point d'avoir même eu droit à une nouvelle déclinaison en série d'animation japonaise diffusée sur Netflix, intitulée Terminator Zero, que pour le coup je n'ai pas encore visionné, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup. A priori, cette série se centrant sur le parallèle à notre monde actuel et notre voyage vers l'inconnu autour des intelligences artificielles. Donc j'ai juste une dernière chose à dire, merci James Cameron et merci Arnold Schwarzenegger pour ces films emblématiques.
Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre au soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.